La figure montre un arbre évolutif à l'intérieur du règne animal et on voit que le sommeil existerait non seulement chez les animaux vertébrés, tout à fait en bas, mais aussi chez les insectes, chez certains vers et chez certains mollusques, et même chez des animaux comme des anémones de mer qui ne possèdent pas de cerveau. La figure montre les effets de l'horloge circadienne sur notre physiologie, sur la physiologie humaine. En grisé foncé est indiquée la période de sommeil et clair la période de jour. On voit en haut que la température du corps baisse pendant la nuit. On voit dans le deuxième diagramme que l'hormone de croissance augmente au début de la nuit. Et on voit dans la troisième partie que le cortisol, l'hormone de stress, augmente au moment du réveil. Les deux diagrammes de droite enregistrent l'activité électrique perçue au niveau des différentes électrodes numérotées pendant la veille et pendant le sommeil. On voit qu'à gauche, les activités sont non synchronisées entre les différentes électrodes, aboutissant à un signal très bruité, tandis qu'à droite, pendant le sommeil, ou du moins pendant ce qu'on appelle le sommeil profond, on voit une synchronisation des signaux des différentes électrodes, produisant un signal nettement plus marqué, rythmé, avec une fréquence bien définie. La figure présente les enregistrements en électroencéphalogramme en fonction de la nuit, du déroulement de la nuit. On voit que l'on peut distinguer, d'après la forme des activités, différentes phases avec un passage depuis le sommeil léger jusqu'au sommeil profond. Le sommeil profond est caractérisé par des mouvements, des oscillations de grande amplitude et de faible fréquence. Puis on voit apparaître une phase qui est appelée REM sur le diagramme, dans lequel l'activité ressemble à l'activité de veille. Voilà, cette séquence se répète 3 à 4 fois par nuit. Le diagramme montre l'alternance des phases 1 à 4 dites sommeil profond et des phases dites sommeil paradoxal, rapid eye motion, REM, avec des caractéristiques différentes. Pour caractériser ces caractéristiques, sur la première ligne, on a enregistré les mouvements des yeux, les mouvements oculaires derrière les paupières. On voit qu'ils sont rapides pendant la phase dite REM et le tonus musculaire qui s'effondre pendant les mêmes périodes. Ensuite, on a pris les rythmes cardiaques qui s'accélèrent pendant le sommeil paradoxal, de même pour la respiration. Et enfin, sur la dernière ligne, chez l'homme, on voit une érection plus ou moins complète pendant cette phase de rapid eye motion, dite en français sommeil paradoxal. Les 3 transparents qui vont venir proviennent de la même publication. C'est une publication qui mesure l'activité électrique directement au niveau du cerveau pendant le sommeil, effectuée sur des patients à crâne ouvert pour des raisons cliniques. Les électrodes sont montrées à gauche et on voit la ligne rouge représente l'électroencéphalogramme prise sur le scalp, c'est-à-dire sur le crâne. La partie bleue, l'électroencéphalogramme prise posé sur le cerveau lui-même, et les lignes en dessous, des activités électriques au niveau d'électrodes directement implantées dans différentes parties du cerveau. La première ligne représente l'activité électroencéphalogramme globale à l'extérieur. La ligne bleue suivante, bleu foncé à chaque fois, représente l'électroencéphalogramme quand on est posé sur le cerveau, sur une aire bien donnée, et les activités sous forme de potentiel d'action sont les traits verticaux. Et cette expérience montre très très clairement l'alternance de pics d'activité et d'arrêt d'activité
des phases up et down, montrées à chaque fois par un petit point bleu qui indique la période d'inactivité, la période dans laquelle les neurones arrêtent de transmettre des potentiels d'action. Et ensuite, les différentes lignes correspondent à différentes aires du cerveau. La première, c'est une aire motrice annexe. La deuxième, le cortex entorhinal, gauche et droite. La quatrième, l'hippocampe. Et la cinquième, l'amygdale. Le point important, c'est de voir qu'on a ces alternances d'activité et d'inactivité et qu'il existe une coordination entre ces différentes aires sur la surface du cerveau. La même publication montre que toutes les aires du cerveau ne respirent pas en phase. Il y a des légers décalages, des progressions, des vagues dans cette synchronisation qui se déplacent à la surface du cerveau. C'est illustré dans la figure dans laquelle on voit toujours en rouge l'enregistrement au niveau d'électroencéphalogramme total et en bleu au niveau d'une aire du cerveau à gauche et de la même aire du cerveau dans l'hémisphère droite. On voit qu'il y a un décalage de quelques secondes entre la gauche et la droite qui est marqué par la zone blanche qui montre les phases up dans ces deux aires-là. On a noté que ce décalage peut être beaucoup plus important, par exemple chez le dauphin, qui est un animal qui doit continuer à nager pendant son sommeil, donc qui doit garder une activité. On a noté que les deux hémisphères ont des activités complètement différentes. Une hémisphère peut être vigile et l'autre correspond à un sommeil profond. Par des méthodes mathématiques, il est possible de rechercher les différents mouvements vibratoires qui existent dans les électroencéphalogrammes. Ce diagramme cette expérience montre comment cela a été fait en contrastant la veille avec le sommeil profond. Comme nous l'avons vu, au moment du sommeil profond, on voit apparaître les oscillations avec une période de l'ordre de la seconde, qui sont les ondes delta bien visibles à droite et peu visibles à gauche. On voit aussi dans le sommeil profond une autre caractéristique de ce sommeil, ce qui est appelé les fuseaux, dans lesquels on voit des oscillations beaucoup plus rapides qui sont avec une fréquence de 10 à 16 Hz et qui apparaissent à partir du stade 2. On associe avec le sommeil une perte de conscience. Pour les neuroscientifiques, la conscience est assimilée à partage d'informations sensorielles multiples à l'intérieur du cerveau pour arriver à créer une idée ou une intention. Dans cette expérience, on a remplacé la stimulation sensorielle par une stimulation magnétique transcrâniale effectuée à l'aide d'une spire magnétique dans laquelle le courant circule rapidement. L'ébranlement initial se propage alors à l'intérieur du cerveau et quand on est en période de veille, on peut suivre par électroencéphalogramme le déroulement, la propagation de cet ébranlement. Et on constate qu'à partir du moment où la personne s'endort, à partir du stade 2, eh bien, il y a un amortissement très rapide, c'est-à-dire que l'ébranlement initial ne se propage plus. Et c'est cette absence de propagation qui doit correspondre à la perte de conscience. Sur ce transparent ont été proposées les activités électriques correspondant au sommeil paradoxal et au sommeil profond. Et on voit les différences de manière immédiate. L'activité caractéristique du sommeil profond, c'est-à-dire les ondes delta dans la fréquence de l'ordre de l'hertz, disparaissent ou sont très faibles. En revanche, on a des ondes gamma et dans les zones de 50 à 150 Hz qui sont extrêmement rapides. On voit aussi la disparition ou l'affaiblissement de ce que nous avons appelé les fuseaux et on ne voit pas sur ce diagramme, mais il y a aussi d'autres ondes qu'on appelle les ondes ponce genouillé occipitales provenant du tronc cérébral et qui pourraient avoir un rôle important
pour la vision au cours du rêve. De nombreux travaux ont été faits pour caractériser l'activité cérébrale au cours du sommeil paradoxal. Ces travaux ont été faits par les techniques d'imagerie dont nous avons déjà parlé, l'IRM fonctionnel et le PET. Et ce que l'on observe, c'est une augmentation dans certaines aires, celles marquées en rouge, qui correspondent à ce qu'on appelle le cerveau limbique, c'est-à-dire la perception des émotions, et en même temps une diminution dans les zones frontales, dans les zones qui sont responsables des pensées rationnelles, ce qui correspond un petit peu à un contenu des rêves. Plus d'émotions, moins de rationalité. Sur ce transparent, on a contrasté les activités du cerveau dans les 3 états. En haut, le sommeil profond, au milieu, le sommeil paradoxal, et en bas, la veille. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des différences dans les zones d'activité, et les auteurs font en particulier remarquer à l'avant du cerveau, dans ce qu'on appelle le lobe frontal, une activité qui est présente dans la veille et dans le sommeil paradoxal et qui est absent dans le sommeil profond. Ainsi, on voit que le cerveau est capable d'exister dans 3 états différents, le sommeil profond, le sommeil paradoxal et la veille. Si le cerveau est capable d'exister dans les 3 états que nous venons de définir, les chercheurs se sont ensuite demandé quels étaient les systèmes qui étaient responsables des transitions d'un état vers un autre. Ces travaux ont commencé il y a longtemps et les premières choses que l'on a faites chez le chat, c'est de démontrer que la stimulation de neurones situés sur le tronc cérébral produisait le réveil du chat et que ces neurones étaient avec un neurotransmetteur cholinergique. Il s'agit d'une aire qui s'appelle le système réticulé activateur. Plus tard, d'autres chercheurs ont montré qu'une stimulation au niveau du thalamus produisait chez le chat éveillé l'endormissement. Voilà quels étaient les premiers travaux sur ce problème. En fait, cette régulation est très compliquée et elle fait intervenir de nombreuses aires différentes. Outre celles dont nous venons de parler, des neurones cholinergiques du système réticulé activateur, d'autres aires interviennent et surtout des neurotransmetteurs qui ne sont pas les plus abondants semblent particulièrement impliqués dans ces systèmes. Les neurones à noradrénaline, situés dans une partie qui s'appelle le locus ceruleus, le lieu bleu, les neurones à sérotonine, qui sont situés dans le raphé, et d'autres neurones encore. Ces neurones sont situés à la base du cerveau, et c'est eux qui envoient des projections vers tout le cerveau et qui déclenchent un changement dans les équilibres entre les différents états du cerveau. Ce tableau résume un petit peu l'ensemble des connaissances actuelles sur ces mécanismes qui gouvernent les différents états. Il est en anglais et je m'en excuse, mais facilement vous verrez qu'en haut, c'est la veille, ensuite c'est le sommeil profond et enfin le sommeil paradoxal. Et on voit les neurotransmetteurs qui sont impliqués, l'acétylcholine, la noradrénaline, la sérotonine, l'histamine et l'orexine. Et on voit que les différents états correspondent à des activités différentes de ces neurones. Par exemple, actifs en cholinergique et en noradrénaline pour la veille, décroissance du cholinergique pendant le sommeil profond et des autres monoaminergiques et une réactivation au cours du sommeil paradoxal avec une activité acétylcholine, sérotonine et noradrénaline qui sont différemment activées. Ce schéma déjà ancien mérite de proposer une différenciation des 3 états que nous avons vus, représentés par des boules de différentes couleurs. Vert clair pour le veille, vert foncé pour le sommeil profond et bleu pour le sommeil paradoxal. Leur position de ces états
sont placés dans un espace à 3 dimensions. Alors, l'état de veille est avec une activation forte, c'est quelque chose qui a un cerveau très actif et il est caractérisé aussi par des informations d'ordre extérieur, ce que l'on voit selon l'axe Y, et enfin sa modulation est effectuée par les neurotransmetteurs aminergiques comme la noradrénaline. L'état de sommeil paradoxal, au contraire, est caractérisé par lui aussi une activité forte, mais pas d'information extérieure et une modulation qui est surtout cholinergique. Et l'état de sommeil profond est dans un état intermédiaire avec une activation faible, avec des sources d'information limitées et avec des modulations réduites, qu'elles soient aminergiques ou cholinergiques. Pour commencer, je souhaiterais présenter ce qu'a écrit le philosophe Henri Bergson dans une leçon au Collège de France sur le rêve, parce que je trouve ça très intéressant. Pour lui, le sommeil correspond à une période dans laquelle le cerveau n'est pas complètement coupé de l'extérieur. Il y a une perception à bas bruit qui est un peu visuelle, un peu auditive, un peu tactile, et tout ça envoie des informations au cerveau, et le cerveau est dépassé par toutes ces informations qui arrivent, et il essaie de leur donner un sens. Et pour ça, il fait appel à sa mémoire, aux choses qu'il a déjà en place, et ensuite il va organiser ça et nous proposer des petites histoires, des petites choses qui représentent nos rêves. En France, le neurobiologiste Michel Jouvet, qui est un physiologiste lyonnais, a développé une étude très poussée sur le rêve et surtout sur le sommeil paradoxal. Pour lui, le sommeil paradoxal est le contenu des rêves. Il se base sur le fait que, cours du sommeil paradoxal, on a les mouvements rapides oculaires qui sont attribués à notre vision de ce que l'on voit pendant le sommeil, et l'absence de tonus musculaire est là pour empêcher que nous matérialisons notre rêve, c'est-à-dire que quand on rêve d'une partie de boxe, nous ne soyons pas en train de boxer notre partenaire dans notre lit. Voilà, pour lui, rêve et sommeil paradoxal vont ensemble. Un argument très frappant fourni par Michel Jouvet est celui du comportement onirique des chats. En effet, il a cherché quelles étaient les structures du cerveau qui étaient responsables de la paralysie du chat pendant la période de sommeil paradoxal. Une fois qu'il a repéré ces structures, il a sectionné ces structures, et alors là, il a vu que le chat, quand il rentrait dans cette période de sommeil paradoxal, alors agissait comme s'il avait une activité normale. Il se lève, il bouge, il avance, etc. Donc pour lui, ça représentait la matérialisation du contenu du rêve du chat. Et le chat vit ses rêves pendant le sommeil paradoxal. Voilà ce qu'il disait. Des travaux récents ont repris cette hypothèse de Jouvet, et en particulier ont cherché à savoir à quoi correspondent les mouvements oculaires rapides. Donc des travaux ont été effectués sur des patients à crâne ouvert, et donc en implantant des électrodes dans les aires qui correspondent à la vision. Et on voit que l'activité de ces neurones pendant les mouvements oculaires rapides est tout à fait comparable à celle qui est présentée, qui est observée quand une image est présentée au sujet éveillé. Un autre argument a été fourni par ce que l'on appelle les rêves lucides. Certains sujets sont conscients qu'ils sont en train de rêver, et ils peuvent même diriger leurs rêves par leur propre volonté, par leur conscience.
Alors, dans les deux transparents qui vont venir, on a tiré des arguments en fonction des rêves lucides. Chez le rêveur lucide, on a demandé avant qu'il s'endorme que lorsque le rêve commence, il déplace des mouvements des yeux vers la gauche, vers la droite, puis vers la gauche, puis vers la droite, et ça 2 fois de suite. Et ça, l'expérimentateur peut suivre le mouvement des yeux. Ce mouvement indique donc que la personne va rentrer dans une période de rêve. Et cette période-là se trouve dans du sommeil paradoxal. Toujours en utilisant des rêveurs lucides, on a été un peu plus loin, c'est-à-dire que avant l'endormissement, on a demandé au rêveur de diriger son rêve vers des mouvements de la main. On lui a demandé que son rêve implique un serrement de main gauche et de main droite. Et le rêveur est installé dans une IRM fonctionnelle et on voit que lorsqu'il donne le signal indiquant qu'il est en train de rêver, alors on est capable de repérer une activation au niveau des aires motrices, de l'aire droite lorsqu'il serre la main gauche et de l'aire gauche quand il serre la main droite. Donc le rêve a été vu à ce moment-là par l'IRM, il a été objectivé. Ce transparent fait la synthèse de toutes les expériences d'imagerie effectuées pendant le sommeil paradoxal et qui tendent à montrer les aires qui sont activées et celles qui sont inactivées au moment du sommeil paradoxal. Nous avons déjà vu ce résultat, c'est les aires frontales qui sont en bleu, c'est-à-dire celles qui correspondent au raisonnement et aux fonctions supérieures, et celles qui sont en jaune, c'est-à-dire celles qui sont activées, correspondent au cerveau limbique, c'est-à-dire aux émotions. Mais cette vision qui attribue au sommeil paradoxal le, le primauté du rêve a été contestée. En effet, c'est aussi une question de définition. Si je réveille quelqu'un pendant le sommeil paradoxal, il va me dire dans 80% des cas qu'il est en train de rêver. Maintenant, si je le réveille pendant le sommeil profond, il va en général pas parler de rêve, mais si on lui demande est-ce qu'il a pensé à quelque chose avant son réveil, alors on observe que dans beaucoup de cas, entre 20 et 70%, la réponse est positive. Et des chercheurs se sont mis alors à regarder, ici sur le diagramme, vous voyez donc en noir les gens qui disent qu'ils n'ont aucun souvenir d'une activité. En gris foncé, ils ont une activité, mais ils ne seraient pas capables de se la remémorer. Et en gris clair, ceux qui sont capables de se définir ce qu'ils ont comme activité. Et vous voyez que on a marqué les phases de sommeil N1, N2 et N3, qui sont les phases du sommeil profond. Et vous voyez qu'il y a quand même dans le sommeil profond une partie dans laquelle les gens ont des contenus, et même des contenus dont ils sont capables de se souvenir. Donc si cette activité onirique euh, est bien définie par ce diagramme, alors on voit que l'on peut rêver même pendant le sommeil profond. Le sommeil paradoxal n'est plus limité, le rêve n'est plus limité au sommeil paradoxal. Après cette constatation, il est apparu nécessaire de réanalyser le rêve indépendamment des phases du sommeil. Cela a été fait dans une publication récente et les résultats sont présentés dans les 2 transparents qui viennent. Donc le sujet est dans la machine, il a sur la tête un casque d'électroencéphalogramme très performant et il dort et toutes les 15 à 30 minutes, on le réveille de manière aléatoire et on lui demande s'il est en train d'avoir une activité psychologique que l'on peut qualifier de rêve, s'il en a le souvenir ou s'il n'a aucune activité. Et quand on fait ce travail, on constate que lorsque la personne signale la présence de rêve, on a, pendant le sommeil lent, une diminution de cette activité
delta des activités dans la fréquence de 1 à 4 Hz. Systématiquement, il y a une diminution de ce mode chez les rêveurs et avec les casques, on peut trouver l'origine de cette diminution d'activité. Elle se situe dans des régions corticales postérieures, c'est-à-dire dans des régions pariétales et occipitales. Donc, le rêve correspond à une diminution des activités lentes dans de certaines aires du cerveau. Qu'en est-il pour les activités rapides? Eh bien, là, c'est le contraire. On repère que les activités électriques rapides entre 20 et 50 Hz augmentent au cours du rêve et que l'origine de cette augmentation se situe dans les mêmes aires qui ont été vues précédemment. Ainsi, on peut repérer un changement d'activité électrique du cerveau associé avec le rêve. Et cela a été possible en faisant des analyses poussées qui permettent de repérer les activités rapides dans la période du sommeil profond, les activités lentes dans les activités rapides, REM, dans les activités de sommeil paradoxal. Et le résultat de ce travail remarquable est que on peut maintenant, d'après l'activité électrique du cerveau, prédire avec 80% de chance si le dormeur est en train de rêver ou non. Et cela indépendamment de la phase du sommeil. Les chercheurs ont été plus loin. Ils savent maintenant, d'après l'électroencéphalogramme, dire qu'un dormeur est en train de rêver. À quoi rêve-t-il? On peut réveiller au moment du réveil du dormeur, lui demander s'il est dans une phase dans laquelle son rêve comportait des visages. Et on regarde alors l'origine de l'activité électrique que l'on voit, et on voit que l'activité électrique correspond à l'aire de reconnaissance des visages qui est bien connue, qui est sur l'hémisphère droit et qui est au niveau temporal. Et donc, ce sont les aires activées correspondent aux aires du rêve, du récit du rêve. Et on peut faire le même type d'analyse pour savoir si la personne est en train de penser, s'il y a des mouvements, s'il y a des paroles, s'il y a des espaces, etc. Donc les aires activées correspondent au récit du rêve. Le transparent montre qu'il en est pour les visages en fonction du temps, et on voit que quand la personne rentre dans la période au temps où apparaissent les visages, à ce moment-là, c'est bien l'aire de reconnaissance des visages qui s'est activée. Ainsi, lorsque le rêveur voit quelque chose, les mêmes aires qui sont activées pendant la veille s'activent. Peut-on utiliser l'activité du cerveau pour voir ce que voit le rêveur au cours de son sommeil? Cette démarche a été faite par des chercheurs japonais qui ont installé un sujet à l'intérieur d'une machine et quelques minutes après leur endormissement, ils ont enregistré complètement l'activité du cerveau et simultanément réveillé la personne et lui demandé de raconter à quoi elle pensait, ce qu'elle avait comme vision. Ensuite, à partir de ces enregistrements plusieurs centaines d'enregistrements de cette sorte, ils ont fait du machine learning, ils ont utilisé l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'activité du cerveau a été mise en relation avec des banques d'images obtenues sur l'Internet et on a essayé de voir à quoi correspondaient les images et l'activité du cerveau. À ce moment-là, il a été alors possible d'essayer de décoder une activité du cerveau et de demander si cette activité du cerveau correspondait bien au rêve à la personne en question. Alors ça a été fait avec le flou que vous pouvez imaginer, mais les vidéos montrent ce type d'activité.
En activant la vidéo, vous pourrez voir ce que le décodeur a obtenu à partir de l'activation du cerveau, l'activation totale du cerveau dans les secondes qui ont précédé le réveil. Et vous verrez que au moment du réveil, une image se précisait à partir des différentes données que l'on pouvait obtenir. Comment le cerveau peut-il fabriquer une histoire? Comment peut-il faire des représentations alors qu'il n'a pas de stimulation extérieure? Une solution a été proposée par certains chercheurs qui ont mis en regard du rêve la possibilité pour le cerveau dit au repos d'avoir un certain type d'activité. Les chercheurs avaient repéré que quand des sujets étaient dans l'IRM et qu'on leur disait de ne penser à rien pour avoir une ligne de base, alors certaines aires s'activaient, qui se désactivaient dès qu'on leur donnait une tâche à effectuer, et ces aires dites au repos formaient ce que l'on avait appelé le réseau par défaut. Donc dans ces conditions-là, du réseau par défaut, le cerveau est capable d'un certain type de rêverie, d'un certain type d'activité qui lui fait se proposer à lui-même un certain nombre d'images. Et selon ces chercheurs appartenant à cette partie-là, cette hypothèse-là, à ce moment-là, le même type d'activité qui est présent dans le réseau par défaut à la veille est celui que l'on retrouve au moment du sommeil paradoxal quand les personnes ont de fortes probabilités de rêver. Nous arrivons à une conception du rêve qui est un petit peu étonnante puisque il nous faut expliquer comment, pendant la période du sommeil, alors qu'en principe aucune sensation provient de l'extérieur, le cerveau arrive à produire des choses qui sont cohérentes du moins entre elles. Pour cela, il faut considérer que le cerveau est une machine compliquée, extrêmement active et qui ne s'arrête jamais. Juste pendant le sommeil profond, on a ces périodes où on a un temps sur deux, un arrêt. Mais on a quand même un fonctionnement global du cerveau. À ce moment-là, ce cerveau qui n'a plus à traiter de problèmes peut traiter soit des problèmes qui proviennent d'activités internes, de la respiration, de la digestion, etc., tout ça, qui fournissent des informations au cerveau, ou bien même un espèce de bruit de fond, c'est-à-dire que les ratés des transmissions électriques peuvent fournir de temps en temps quelques potentiels d'action, et ces potentiels d'action arrivant dans cette machine, le cerveau essaie de leur donner une forme en fonction des données qu'il a, des données qu'il possède à l'intérieur de sa mémoire. Donc le même phénomène peut se produire aussi bien pendant le sommeil profond que pendant le sommeil paradoxal, mais l'état de fonctionnement du cerveau dans ces deux états est différent, et ces différences donnent la sélectivité, la spécificité des rêves du sommeil profond et des rêves du sommeil paradoxal. Nous allons voir maintenant une autre fonction du sommeil, son rôle dans la consolidation de la mémoire. Ce sujet est connu depuis très longtemps. Voici une expérience initiale. Des sujets sont soumis à un test de performance de mémoire. Leur performance est enregistrée en fonction du temps exprimé en heures. Initialement, leur performance est à 10. Puis ensuite, ils vont oublier un petit peu et leur performance va diminuer, ce que l'on voit dans les courbes inférieures en fonction du temps entre le test initial et le test expérimental. En revanche, si les sujets se sont endormis, ont passé du temps en sommeil avant le test en question, on voit que proportionnellement au temps
qu'ils ont dormi, leurs performances ont été stabilisées. On dit que la mémoire a été consolidée. Nous allons maintenant essayer de voir comment s'effectue cette consolidation de la mémoire. Pour cela, nous allons prendre un exemple au niveau de la mémoire spatiale. Le petit rat qui est sur cette image peut se déplacer sur ce plateau. Simultanément, on enregistre l'activité de neurones individuels de son hippocampe. Et lorsque le rat est dans les positions, lorsque l'on observe la cellule qui est pointée à droite, à ce moment-là, on voit que cette cellule, l'activité de cette cellule augmente lorsque le rat est dans les positions marquées en rouge. Ainsi, à chaque neurone correspond un site d'activation. On dit que chaque neurone est une cellule de lieu qui enregistre, qui a la mémoire d'un lieu différent dans l'environnement du rat. Et on parle d'un véritable GPS incorporé dans le cerveau du rat au niveau de son hippocampe. Nous allons nous concentrer sur la partie B de l'image. Le rat a parcouru une piste en forme de 8 et on a toujours un enregistrement des activités de neurones situées dans son hippocampe. Chaque ligne en couleur correspond à un neurone particulier. On voit que le neurone jaune s'active à un certain endroit et que le neurone bleu s'active à un autre endroit. Et cela est présenté soit sous forme des petits traits correspondant aux activités individuelles, soit sur le pic d'activité qui est en dessous. Lorsque le rat a fini son apprentissage, lorsque le rat va maintenant dormir, on voit que pendant son sommeil se déroulent des séquences comparables à celles que l'on avait observées pendant la veille, c'est-à-dire que le rat est en train de rejouer ce qu'il a appris comme souvenir et qu'il va avoir une activité de son hippocampe pendant son sommeil, récupérant la mémoire de ce qu'il a appris avant. C'est vraisemblablement pendant ces périodes de sommeil où l'on rejoue ce qui est rentré dans l'hippocampe pendant la veille que s'effectue la consolidation. Pour le démontrer, ici on est revenu chez l'homme, on a soumis un dormeur à une stimulation magnétique transcrânienne. Nous avons déjà parlé de cette technique, ça consiste à envoyer des champs magnétiques variant rapidement sur des aires du cerveau et donc localement on reproduit une stimulation électrique des aires en question. Et ce que l'on effectue, c'est des stimulations transcrâniennes avec une fréquence qui correspond au sommeil lent que l'on a observé précédemment. Donc en quelque sorte, on force le sommeil lent, on force les ondes du sommeil lent du sommeil. Et on voit que si le sujet a été soumis à un test de mémoire avant l'endormissement, qu'il a subi ces périodes de stimulation transmagnétique, alors on augmente les propriétés, les performances du sujet lorsqu'il va être réveillé après la stimulation, après le sommeil. C'est ce qui apparaît dans la partie B du transparent. Ces deux transparents vont essayer de nous donner des schémas de ce qui peut se produire dans les phases de consolidation. Concentrons-nous sur la partie A, à gauche. Les souvenirs se forment pendant la veille, ils sont stockés dans l'hippocampe et c'est pendant le sommeil, et en particulier pendant le sommeil lent, que l'on a un transfert des souvenirs qui sont dans cette partie hippocampe vers le cortex et la stabilisation sous la forme de la mémoire à long terme. C'est le passage de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Ceci est valable pour les souvenirs épisodiques. Voyons maintenant la partie B de la figure. Pendant le sommeil et pendant le sommeil lent, on a ces grandes ondes qui sont figurées en rouge qui correspondent à ces alternances d'activité et de repos du cortex frontal. Pendant les zones d'activité, nous avons vu que apparaissent aussi ce que l'on a appelé des faisceaux et d'autres ondes encore plus rapides qui vont être dirigées depuis le cortex
vers l'hippocampe et puis retour, et qui permettront de faire le transfert des souvenirs depuis les zones de l'hippocampe, depuis les aires de l'hippocampe, en fonction des aires corticales. Et c'est au cours de ce phénomène de transfert que s'effectue la consolidation. Et à l'occasion de ce transfert, la mémoire se réorganise et elle prend différents sens à partir de ce qu'elle a pu stocker pour donner un sens abstrait aux différents souvenirs. Cette expérience va encore souligner le rôle du sommeil dans la mémoire. Et elle va montrer en particulier qu'il est capable d'apprendre, qu'il est possible d'apprendre pendant le sommeil. Dans cette expérience, le sujet est soumis à un test de mémoire. Pendant le test de mémoire, sans qu'il en soit vraiment conscient, on lui fait respirer une odeur particulière, un parfum particulier. Puis ensuite, le sujet s'endort et pendant qu'il dort, on refait apparaître la même odeur pendant les phases du sommeil. Et lorsque l'on réveille le sujet, on lui reprend le même test de mémoire et on peut observer que les performances sont augmentées si pendant le sommeil, on a fait sentir l'odeur pendant les phases de sommeil profond. Les sommeils profonds, l'odeur a réactivé le test d'apprentissage et le sujet a continué à apprendre pendant son sommeil, pendant le sommeil profond. Et l'odeur en elle-même n'a aucune valeur. L'odeur mise pendant le sommeil paradoxal n'a aucun effet. Et en revanche, si on soumet la personne à une imagerie IRM, on voit que pendant l'émission des odeurs, l'hippocampe est activé. Ce stade de consolidation pendant le sommeil est extrêmement important car les expérimentateurs ont pu montrer que pendant cette consolidation, il y a une réorganisation de la mémoire et que, en définitive, certaines performances du cerveau peuvent être améliorées pendant le sommeil, pendant la consolidation. Le sommeil permet en effet de découvrir certaines règles cachées qui donnent le résultat de cette expérience plus rapidement. Et on voit que le fait pour les sujets d'avoir été soumis à un sommeil leur permet de découvrir une règle cachée plus rapidement. On peut devenir plus intelligent si lorsque la mémoire se réorganise pendant le sommeil. Une des théories sur le renforcement souligne le côté énergétique de l'affaire. Si on regarde en fonction du temps, la formation de souvenirs, on l'a vu, c'est la formation de réseaux, c'est donc le renforcement de certaines synapses. Certaines synapses vont voir leur puissance augmenter, ici marquée par W égale 150 par exemple. Ce dispositif nécessite une consommation d'énergie. Pendant le sommeil, on aurait un affaiblissement général de toutes les synapses et subsisteraient les synapses qui sont au-delà d'un certain seuil. Par exemple, celle à 150 devient quelque chose qui est à 120, celle qui est à 100 reviendrait à 80 et celle qui n'aurait une force que de 5 disparaîtrait. Donc cette diminution de force permettrait l'oubli et la réorganisation des synapses les plus fortes pour former des nouveaux réseaux réorganisés. Cette hypothèse a été est soutenue par des données expérimentales. Par exemple, il a été possible de voir que on a effectivement, à la suite du sommeil, un affaiblissement de certaines synapses, affaiblissement que l'on peut observer soit par la diminution de surface de contact ou soit par la diminution du nombre de récepteurs présents du côté postsynaptique.
Malgré ce que nous avons vu, la raison pour laquelle le sommeil est indispensable et que l'absence du sommeil conduit à la mort reste un peu mystérieux. Des expériences relativement récentes montrent que effectivement il pourrait y avoir des raisons physiologiques plus profondes au sommeil, en particulier dans la maintenance de la propreté du cerveau, de l'élimination de certains déchets. Dans l'expérience que présentée là, on injecte un liquide coloré entre les méninges et on regarde comment ce liquide peut pénétrer dans le cortex et à quelle profondeur il peut pénétrer. Et on voit que lorsque l'opération est faite pendant le sommeil, le liquide, et c'est ce que l'on voit en B, peut s'avancer assez profondément, environ 200 microns de profondeur. Lorsque on réveille à ce moment-là le rat en agitant sa queue, à ce moment-là, on peut faire une injection avec une autre couleur et on voit que quand le rat est maintenant réveillé, le liquide ne progresse pratiquement plus à l'intérieur du cortex. L'expérience inverse a été faite et aboutit au même résultat, c'est-à-dire qu'il est possible de laver le cerveau pendant le sommeil et cette capacité de lavage est totalement réduite lorsque l'on procède pendant l'éveil. Et on a fait des choses, par exemple, avec le fameux peptide A-bêta-42 impliqué dans la maladie d'Alzheimer, on a vu qu'il est plus facile de l'éliminer par le liquide céphalorachidien pendant le sommeil que pendant la veille. Donc il y a un rapport entre maladie d'Alzheimer et sommeil, aussi qui a été signalé depuis longtemps. Le même point a été fait un peu plus récemment en regardant la circulation du liquide céphalorachidien. L'idée, c'est que lorsque on est en sommeil profond, les oscillations électriques que l'on voit qui sont importantes s'accompagnent d'une dilatation des vaisseaux sanguins et que cette dernière dilatation pousse le liquide céphalorachidien, augmente la circulation du liquide céphalorachidien, ce qui favorise le lavage des synapses. Pour reprendre ce que nous avons vu au cours de cet exposé, nous reviendrons sur le fait que l'avantage sélectif du sommeil reste quand même quelque chose qui n'est pas si clair que ça. Pourquoi meurt-on de ne pas dormir? Ça reste encore quelque chose qui est un peu difficile à comprendre. De la même manière, la fonction du rêve et du sommeil paradoxal reste obscure. En revanche, le rôle du sommeil dans la mémoire est bien établi et il offre des possibilités importantes d'application dans la vie de tous les jours. Et le rôle du sommeil dans l'entretien du cerveau ne commence que maintenant à être compris. Je vous remercie.